Francis. Salut, Alex. Bon, revenons sur cet autre recul de Mark Carney là, face aux Américains, face aux géants du numérique. Je te voyais en régie, t'écoutais attentivement mon entrevue avec Catherine Gentilcorps, porte-parole en culture du Parti québécois. T'en as pensé quoi? Oui, j'en ai... Écoute, les politiciens font leurs choses politiques. Je voudrais comme un peu recadrer tout ça. Là. Déjà, c'est une taxe qui n'existait pas. Là. C'est quelque chose qu'on pensait ajouter comme charge additionnelle à ces plateformes-là. Toujours, évidemment, dans une logique un peu punitive, là, s'en prendre aux géants du web. Puis je comprends tout ça. En même temps, je veux dire, les Canadiens, les Québécois, on y est abonnés à ça. Là. Si c'est si méchant et si mauvais, on peut aussi voter avec nos dollars et s'en désabonner. Ça semble pas être ça qui se passe. T'sais, on aime ces plateformes-là. Puis je sais pas si c'est polémique de le dire, là, mais tout le monde est abonné à une ou deux ou trois plateformes de streaming. Et donc, ultimement, puis tu te rappelleras, là, je voulais le remettre en contexte, mais il y a quand même longtemps, quand Justin Trudeau a été élu il y a plus de 10 ans, il y avait la question de la taxe Netflix, qui n'était pas cette même taxe, qui était la question, est-ce qu'on va charger la TPS-TVQ? Puis là-dessus, je dois t'avouer, mais là, tu sais, puis là, j'espère qu'il n'y a pas grand monde qui sont contre ça. Si tu opères une entreprise au Canada, au Québec, tu charges les taxes de vente. Mais là-dessus, mais tu te rappelleras que la campagne des conservateurs, c'était de dire ça va faire augmenter le prix de votre forfait. Puis là, c'était la taxe Trudeau, puis nanana. Puis tu sais, il y avait quand même près de la moitié de la population, puis à juste titre, qui disait, ben coudon, moi je paye mon 10-12 pièces par mois, voir que le gouvernement, en rajoutant des taxes de vente, il va faire augmenter ça de 2 piastres, etc. Et évidemment, malgré tout, on a eu gain de cause. Je pense, encore une fois, c'était la bonne chose à faire. Mais tu comprends que c'est sûr que si on demande 5 ou 15% de plus à ces plateformes-là, qui va payer à la fin? C'est sûr que c'est Bibi ici. Puis à un moment donné, bon, on se plaint beaucoup du coût de la vie. Là. Je ne sais pas si c'est le meilleur temps de rajouter des charges additionnelles sous forme de taxes pour financer le milieu de la culture et de l'audiovisuel. Mais en même temps, Bibi, veux-tu sauver la culture québécoise ou il veut pas? Ben ça, c'est drôle parce que tu me fais une parfaite passe sur la palette pour m'emmener à mon deuxième point, qui est celui-là. On a, encore une fois, pour le meilleur et pour le pire, une culture et un audiovisuel ici au Québec, au Canada, qui est entièrement dépendant de l'argent public. Et puis là, on aime ou on n'aime pas. Certains diront, ah oui, mais la France, ben, okay. Il y a d'autres pays qui font aussi effectivement des généreuses subventions à la culture, à l'audiovisuel. Mais ce que ça fait, essentiellement, c'est que ça crée des incitatifs, ou en fait une absence d'incitatifs à être très orienté vers l'exportation, vers protéger la propriété intellectuelle. Il y a même actuellement des conversations, là, à Québec notamment, qui viseraient à enlever des crédits d'impôt pour la production étrangère, parce que tu sais qu'on est une terre d'attraction, il y a Melz, le studio du cinéma, il y a des effets visuels, il y a tout les jeux vidéo, là, tu sais, c'est quand même une grosse business qu'on a ici au Québec qui est extraordinaire. Il y a des discussions qui visent à enlever à ces méchants étrangers des crédits d'impôt pour les remettre dans notre culture, la culture de l'entre-soi, là, tu sais, la culture de nous qui nous parlons à nous. Je dis pas que c'est pas important qu'on ait nos propres marqueurs télévisuels, musicaux, cinématographiques, etc. Mais à un moment donné, ça reste aussi une business. Puis je pense qu'il faut avoir une réflexion qui va au-delà de « Ah, Mark Carney, il a enlevé le 5%. » OK, mais comme je crois qu'en se concentrant à 100% sur cette anecdote du jour, on se prive d'une opportunité de réfléchir beaucoup plus largement sur le fait qu'on a une culture qui est totalement dépendante du financement public, qui est difficilement exportable. Puis c'est pas tout à fait comme ça que je pense qu'on va réussir à faire une industrie qui est éventuellement indépendante, forte, marquante, etc. Puis la dernière chose, Alex, c'est que c'est bon d'être fier entre nous, puis de se trouver bon, puis de se flatter la bédaine, mais d'être fier de sa culture, c'est aussi de produire une culture qui est exportable. Regarde ce que font... Ben, il y en a anecdotiquement quelques-uns, mais regarde ce que font, par exemple, les Coréens depuis de nombreuses années. C'est en train de devenir une forme de culture internationale. Je veux dire, tu regardes la musique comme le K-pop, tu regardes l'animation comme K-pop Demon Hunters, tu regardes plein de films qui ont gagné de nombreux Oscars. Oui, le Québec et le Canada en ont eu quelques-uns anecdotiquement, mais ça reste qu'on n'a pas une culture qui parle beaucoup à la planète. On a une culture qui se parle beaucoup à elle-même. Et donc, encore une fois, je veux bien qu'on cherche par tous les moyens à arrêter le naufrage en allant chercher toujours plus d'argent dans les poches des consommateurs ou des plateformes ou des télédiffuseurs et tutti quanti, mais je pense qu'à un moment donné, il va aussi falloir réfléchir à comment on rend autonome cette industrie-là, comment on la rend capable de générer des revenus de d'autres façons. Puis je pense qu'encore une fois, on rate complètement l'opportunité d'avoir cette conversation-là. Puis c'est quand même drôle qu'à la fin de l'entrevue, Catherine Gentilcorps, elle refuse de répondre à la question, ben vous, au pouvoir, vous allez faire quoi? Un CRTQ, là, je veux bien que tu vas embaucher des fonctionnaires, là,
là, mais une fois que tu as dit ça, là, qu'est-ce que vous allez faire? Où est-ce que vous allez chercher l'argent? Dans les poches des consommateurs, dans les taxes et impôts? Vous allez l'emprunter? Comme... À un moment donné, l'argent, là, ça, tu le sais, ça pousse pas dans les arbres, Alex. Donc, je veux juste qu'on ait cette conversation-là franche et qu'on fasse pas juste sacrifier sous l'autel de notre frustration la dernière décision du jour. En même temps, tu sais, moi, quand je regarde la situation, la force d'une nation aussi, c'est sa culture. Pensons-y, moi, je ne voudrais pas me priver de mes chanteurs favoris, je ne voudrais pas me priver de mes écrivains favoris, ni mes cinéastes, ni mes films québécois préférés, ni mes séries québécois préférées, vous comprenez? Alors moi, ça m'apparaît essentiel de protéger notre culture. Ça nous définit, ça nous distingue comme Québécois. Sinon, ça va être quoi? Comme le reste du Canada, là, la bonne culture canadienne là, qui s'américanise de plus en plus. Moi, je veux pas de ça, Francis. Au risque de te déplaire, Alex, quand tu regardes les habitudes d'écoute de musique des Québécois sur les plateformes de streaming, on en écoute peu ou pas de la musique québécoise. Fait que je comprends ce que tu dis, c'est vertueux, mais à la fin, money talks, bullshit walks, je veux dire, les gens, s'ils voulaient absolument soutenir la culture québécoise, faites des chèques, les amis, donnez de l'argent, devenez philanthrope. Mais là, soudainement, quand tu regardes ce que les gens consomment effectivement, puis là, on me sortira le violon de la découvrabilité et tout ça, mais dans les faits, les films, les séries, la musique, elle est disponible sur l'Internet et les gens la regardent beaucoup moins qu'elle soit canadienne ou américaine ou coréenne ou française ou néerlandaise à ce titre-là. Je trouve qu'on a un véritable déficit actuellement dans la manière qu'on organise l'industrie. Je veux pas casser du sucre sur le dos de qui que ce soit spécifiquement, mais je pense pas qu'en continuant de rajouter des centaines de millions venus d'en haut par des organismes subventionnaires, parce que c'est toujours de ça dont il est question, je pense pas qu'on va réussir à améliorer énormément le sort de notre industrie. Puis regarde là, Françoise, là, qui fait beaucoup débattre. Est-ce qu'on a envie d'une culture où finalement les producteurs et les réalisateurs cochent des cases? Moi, je suis pas sûr de ça. J'ai peut-être envie qu'on ait une culture qui plaît au monde, finalement, puis c'est pas en continuant à faire des formulaires puis de l'argent dans des grands organismes publics venus d'en haut qu'on va y arriver. Donc, en tout cas, une petite parenthèse éditoriale de ce matin, mais je pense qu'encore une fois, on rate complètement le débat en obsédant sur le 5% qui était évoqué ces derniers temps. Un nouveau courtier qui se fait prendre en flagrant délit de mensonge, quoi. Tu connais mon amour pour le domaine du courtage immobilier au Québec. Je sais pas, j'ai beaucoup d'amis courtiers et certains partagent largement ma lecture. C'est un secteur qui est vicié, en fait, là, dans sa culture opérationnelle. Et donc, on a chaque semaine un nouveau cas. Là. Ici, c'est Robert Stephen Lefebvre, qui est quelqu'un, manifestement, qui, je sais pas s'il est spécialisé, mais qui a réussi à obtenir plusieurs contrats de courtage-vente pour des unités dans Habitat 67, là, ce projet là, fabuleux là, au large de Montréal. C'est des unités qui, les plus petites, se vendent 800-900 000, les plus grosses 3-4 millions. Prix moyen, là, 1,5 million, 2 millions. J'ai fait des chiffres rapidement, Alex, mais ce monsieur a vendu 4 unités sur une période d'1 an, donc admettons entre 6 et 8 millions de dollars. Son 2% à lui, là, parce qu'il y avait peut-être un courtier de l'autre bord, c'est 160 000 $ et plus qu'il a perçu dans ses poches, là, en fait, de frais de courtage. Là. Après ça, c'est distribué entre un paquet de monde, effectivement. Et donc, pour avoir menti sur la présence de l'amiante, on lui a asséné une grosse pénalité de 8 000 $. Donc, tu sais, ce que je vois, moi, là-dedans, comme économiste, c'est que je fais une action qui est reprochable, qui est interdite selon les règlements, qui me permet d'engendrer près de 200 000 $ de vente et on me donne 8 000 $ d'amende. Donc, qu'est-ce que je vais faire l'an prochain, tu penses, Alex? T'sais, le monde ne sont pas fous à un moment donné. Là, on lui suspend son permis, il est en première page du journal et tout ça, mais encore une fois, je comprends pas qu'on lui reprenne pas toute sa rétribution. Tu comprends? Si tu fraudes le monde avec de la fausse information, je veux dire, à un moment donné, tu n'as pas droit à ton gain. Donc, je sais pas, il y a quelque chose de particulier là-dedans, mais c'est toujours comme ça. Et encore une fois, tant qu'on ne va pas s'attaquer à la source du problème, qui est une culture où l'argent est au cœur de tout le dispositif et le client qu'on prétend servir passe toujours en second, on va continuer à avoir des situations comme celle-ci. Puis encore une fois, c'est bien déplorable parce que, je le rappelle, le domaine du courtage engendre 2 fois plus de revenus qu'il y a 10 ans pour à peu près la même quantité de travail. Donc, c'est évidemment un peu particulier. C'est une capture de rente qui est permise par cette espèce de cartel. Puis évidemment, c'est totalement déplorable. Merci Francis, on t'écoute dans le retour.